Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févrat, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Anne-Claire. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va super bien. Merci pour ton accueil, Géraldine. Avec grand plaisir. Cette saison dans Tuba, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Parce que oui, c'est possible. C'est une vaste question. Ouais, n'est-ce pas? C'est pour ça que cette saison dure hyper longtemps parce qu'on trouve encore plein de gens pour raconter plein de choses là-dessus, donc c'est trop bien. Merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de fondatrice d'Eco Factory. J'espère que je prononce correctement. Parfait. Cool. Tu es aussi community builder. Et on fait travailler en anglais aujourd'hui. Et tu es également maman et sans doute plein d'autres choses. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus, s'il te plaît? Bien sûr. Je vous parle de Barcelone. C'est la ville que j'ai choisie il y a 6 ans. C'est une ville que j'adore parce que, elle a énormément d'énergie et quand je me balade dans la rue, je peux voir du street art partout et c'est une de mes passions. C'est mon côté enfant. Avant, j'habitais à Paris et j'étais salariée et un jour, suis tombée dans les podcasts et ça m'a donné envie de quitter mon CDI, quitter Paris et lancer mon entreprise à Barcelone. Donc, je sais pas si la moralité, c'est les podcasts, c'est dangereux, mais en tout cas, n'écoutez pas de podcast. Et là, on a plus d'écoute. C'est ça. Ça a eu un gros impact sur ma vie. Et à part ça, je suis une âme créative, on pourrait dire. J'aime chanter, j'aime dessiner, j'ai envie d'écrire aussi un roman dans ma vie. Donc j'ai un petit carnet sur lequel je note plein de trucs mystérieux. Et quoi d'autre? Je me suis mise récemment aux arts martiaux et ça, c'est sur le tard. Donc comme j'ai 37 ans, j'ai dû commencer vers 34 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, le fait de taper dans un punching ball et le fait de découvrir ma propre force, parce que comme fille, j'ai pas été très encouragée en fait à découvrir ma force, et ça m'a défoulée énormément, et ça m'a donné une grande confiance en moi. Donc voilà, un petit peu des éléments pour me présenter. Trop bien, merci beaucoup. Je pense qu'on y reviendra. J'aime beaucoup cette idée de force et de découvrir sa force. Est-ce que tu nous as dit donc que tu étais salariée à Paris? Qu'est-ce qui t'a fait basculer au-delà de la découverte et de l'écoute de podcasts? Qu'est-ce qui t'a fait basculer de l'autre côté en fait et dans le fait de te mettre à ton compte alors que tu étais salariée? Alors, j'étais directrice de clientèle en agence de communication digitale, c'est-à-dire que je définissais pour mes clients leur stratégie de visibilité sur le web et je l'orchestrais aux côtés d'une équipe créative et technique. Et j'adorais cette expérience-là, c'était vraiment génial. Néanmoins, il me manquait un aspect indépendance et créativité qui, à la longue, a commencé à me frustrer. J'avais envie de faire, en fait. J'avais envie de faire par moi-même. Et je pense que l'entrepreneuriat a été un moyen de reconnecter avec ma créativité. Parce que dans ma vingtaine, j'avais un peu mis de côté tous les aspects créatifs que je t'ai dit il y a quelques minutes. Ouais. J'avais arrêté de chanter, arrêté de dessiner, etc. Et j'avais envie de faire des choses, de voir un projet passer de 0 à 1. Et mon conjoint, était entrepreneur depuis quelques années et moi, je le voyais vraiment s'éclater, avoir cette expérience où il faisait des choses, il avait des résultats, il se fixait des objectifs, il vivait des super émotions aux côtés d'une équipe. Et ça m'a rendu, grâce à son expérience, l'entrepreneuriat accessible. Ok. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où il y a vraiment zéro entrepreneur. C'est pas du tout la trajectoire qui m'avait été montrée. Et je pensais depuis toujours que l'entrepreneuriat était inaccessible pour moi. Je n'étais pas à la hauteur. Et en fait, de vivre avec quelqu'un, tu sais qu'il est humain, là. Tu sais que c'est pas un super héros, quoi. Tu te dis, a priori, ça a l'air d'être gérable. Je vais en être capable. Ouais. Et donc, du coup, on est en 2017 et je cherche des idées de boîte. Et je me dis, dans quoi je vais me lancer et tout. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était
l'intérêt que j'aurais pour le sujet que j'allais adresser Ouais. et aussi la certitude qu'il y avait un problème à résoudre. Et donc, du coup, en tombant dans les podcasts, je me suis rendu compte qu'en tant qu'auditrice, ça m'apportait énormément en termes de nouvelles connaissances, en termes d'ouverture sur le monde, en termes de progression. Moi, Mhm. j'avais arrêté d'écouter les infos à l'époque et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'apprendre beaucoup, d'être stimulée intellectuellement et les podcasts, ça venait répondre à ça. Mhm. Néanmoins, je me disais, mais comment de toutes ces années, je n'étais pas au courant que ça existait. Et je me suis dit, mais il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui errent sans savoir que les podcasts existent. Il y a un monde à côté. Exactement, il faut que je résolve cette situation. Et quand j'ai commencé à découvrir des podcasteurs, à les rencontrer, à parler avec eux, je me suis aussi rendu compte que eux, ils galéraient à avoir des retours sur leurs podcasts, Mm. que ils publiaient des épisodes dont ils étaient contents, ils voyaient dans le meilleur des cas les stats augmenter, mais ils n'avaient pas d'idée concrète de l'impact de leur podcast. Ouais. Et je me suis dit, il y a vraiment une rencontre à créer entre les podcasteurs et Mm. les créateurs. Et ce qui m'a fait basculer dans cet entrepreneuriat, je pense, c'est le côté créatif, mais aussi le côté humain, de me dire que j'allais, eh bien, avoir un impact sur des vies de vraies personnes, des créateurs qui avaient envie de transmettre et des auditeurs qui avaient envie de progresser, d'apprendre. Trop bien. Donc, c'est ce que tu dis, t'es en 2017 et c'est à ce moment-là que tu commences à faire les connexions entre le podcast, le fait de relier les podcasteurs, les créateurs, les auditeurs, trices aussi, potentiellement, et de, en effet, pouvoir faire mesurer l'impact ou toucher l'impact quand quelqu'un fait un podcast. Concrètement, comment ça se met en place, en fait, ton business? Et ben concrètement, comment ça prend forme, cette idée de boîte? Je me dis, eh bien, je vais lancer une application de recommandation de podcast pour créer cette fameuse rencontre entre les créateurs et les auditeurs. Mhm. Parce que à l'époque, moi, je suis du côté de Bastille, à Paris, et j'étais tout près du QG d'un collectif qui s'appelle The Family, qui a été très important dans cette époque-là, 2017-2018, Mhm. sur l'écosystème des startups. Et à l'époque, donc il y avait toute une démocratisation de l'entrepreneuriat. Et quand on pensait entrepreneuriat, on pensait Startup Nation, Ouais. Station F et donc tech. Et donc moi, eh ben, je me suis pas posé du coup assez de questions, mais j'ai foncé sur bah c'est un produit tech que je vais faire. Donc Mhm. qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris toutes mes pauses déj le soir et j'ai commencé à faire mes mock-ups, tu vois, un peu mes maquettes. Comme je viens du web et tout, c'est quelque chose que j'avais pu faire bah, pour des clients, mais là je le faisais pour moi et ça c'était vraiment jouissif de le faire vraiment pour moi. Carrément. J'ai contacté un pote qui est directeur artistique pour qu'on détermine une identité visuelle à partir du naming ICO que j'avais choisi. Et j'ai fait voilà, donc ces maquettes, cette identité visuelle. Et j'ai contacté des développeurs en disant, bah voilà, j'ai un projet d'application, va y avoir tant d'écrans, est-ce que tu peux me le chiffrer? Très bien, j'ai reçu la douloureuse. J'ai regardé sur mon, sur mon compte livret épargne, j'ai dit, bon, bah j'ai Ça ne assez. matche pas? Si, c'est bon. Si, Ok. ça matchait. J'ai eu cette chance-là. Et ben, j'ai dit bingo. Et donc, entre le moment où j'ai posé ma dème en mars et le moment où mon application est sortie sur les stores, il y a 3 mois qui se sont passés. Mhm. Donc, j'ai fait un sprint, en fait. Ouais. Voilà. Comment ça se passe pendant le sprint? Et comment ça se passe? Et est-ce que tu es déjà parent à ce moment-là? Bah, je suis tombée enceinte. Ça faisait un bout de temps qu'on avait envie d'être parents avec mon mec. Et bah, je pense que le salariat et l'ambiance dans lequel je me retrouvais, c'était assez. J'avais peur en fait d'être placardisée. Ouais. Moi, je voyais vraiment la maternité comme un arrêt de ma carrière. Donc, je pense qu'aussi dans ma tête, eh ben, j'avais beaucoup de freins au fait de devenir maman. Mm. Et je pense que c'est pas un hasard que je sois tombée enceinte eh ben 15 jours après avoir posé ma dème, Ouais, parce qu'en fait je m'étais libérée c'est de ça. ces peurs-là, de me dire bah voilà je vais perdre quelque chose ou on va me voilà on va me refuser des promotions, on va me refuser tout. Et donc du coup, je suis tombée enceinte et je suis partie du coup à Barcelone avec ma première version d'application et puis un bébé dans le ventre. Donc ça a été l'accouchement de deux bébés, un technologique et puis un de chair et d'os. C'est ça.
C'est pas la première fois que j'entends ça, en fait, cette logique de multigestation, quelque Mmh. part, d'un être humain et d'un projet Mmh. en parallèle. Et je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire c'est peut-être pas un hasard non plus. Il y a des fois, on a besoin d'espace, de temps pour que les choses se mettent en place. Bien sûr, pour qu'un enfant se crée aussi. C'est quand même assez flagrant là dans ce que tu racontes, cette idée de bah, finalement les deux projets au sens large prennent vie quasiment en même temps, quoi. Mmh. Effectivement, ça donnait de la place, le fait d'être entrepreneur, en termes de flexibilité, de temps, de me dire que j'aurais la liberté de Mm. m'occuper de mon bébé. Mais je dois t'avouer que, au moment où, ma première fille, est née, et ben, j'avais un peu gardé mes anciens réflexes. C'est-à-dire que j'avais du mal à lâcher, mon La entreprise partie pro, et ouais. j'ai quasi pas pris de repos. Peut-être je me suis arrêtée 5 jours avant d'accoucher Ok. parce que j'avais envie de tout terminer et cetera et il y avait vraiment ce côté, tout repose sur mes épaules Mm. et si moi je m'arrête, bah, mon entreprise s'arrête et ça a été pas mal de pression pour moi et je pense qu'avec du recul, j'avais pas regardé les choses sous le bon angle parce que j'avais pas mis les priorités au bon endroit, en fait Ouais. et à un moment, j'ai eu un déclic en me disant: «Mais meuf, tu as vraiment envie, d'écrire, des Slack à tes développeurs dans le taxi pour aller, à l'hôpital? Bah non, tu as pas envie de faire ça. Tu as pas envie de passer à côté de cette étape de vie que tu as envie de vivre, qui est l'accouchement, l'accueil d'un Mm. nouvel enfant, parce que ton travail prend tant de place. Tu as quitté le salariat pour, te redessiner une vie qui était plus alignée avec, tes valeurs, tes envies et tout. Mm. Ne fais pas cette erreur-là. Donc moi, ça a été un premier déclic de Ouais. ton travail, il prend beaucoup de place et même si j'avais eu ce déclic, c'est vrai que, bah, je me suis arrêtée quelques semaines, peut-être 2 mois après la naissance de ma première fille. Mais après, bah, je travaillais, j'étais en tailleur, elle était dans mes jambes, tu sais, en hamac comme ça et j'étais avec mon ordi et je continuais et quand ma deuxième fille est arrivée, je me suis dit, avec du recul, que c'était pas ça que j'avais envie de vivre, comme congé mat et qu'en fait, finalement, j'avais la frustration de tout mal faire, de pas m'occuper assez de mon Ouais. bébé et honnêtement, on a le cerveau en vrac, hein, quand on est en congé mat, donc c'était pas une bonne idée, en fait, de continuer à travailler. Donc il y a un temps pour tout, profite à fond de ton enfant et ensuite tu seras fraîche et dispo et complètement disponible pour redévelopper ta société. Donc pour ma deuxième fille, et ben, j'ai fait les choses autrement et j'ai vraiment, revu mes priorités et je me suis réorganisée en termes de calendrier pour, eh bien, m'arrêter plus longtemps, 6 mois, même si ça a été, dans mon cas, une grosse perte de revenus. Ouais. Ok. C'est intéressant aussi ce cheminement parce que on le disait tout à l'heure, double gestation, changement de pays, de ville, de job, de pas parent à parent. C'est Mmh. c'est pas mal en assez peu de temps Je me suis pris finalement. un tsunami dans la gueule, ouais. Ouais, c'est ça. Donc quand tu dis j'ai pas pris assez de jours et potentiellement il y a des choses que c'était pas exactement ce que je voulais faire et en même temps il y avait quand même beaucoup de sujets à traiter ou à juste vivre Mmh. et à digérer sans doute aussi en même temps. Donc j'entends que le challenge, il y avait comment t'équilibres en fait entre cette nouvelle vie pro que tu as été chercher, que tu t'es créée, et puis ben cette vie de parent qu'on peut essayer d'anticiper, mais qu'on anticipe rarement de la manière dont ça va se passer C'est vraiment. vrai. De ouf. C'est ça. On peut dire non, mais ça se passe comme ça, truc. Puis quand t'es dedans, t'es là, ah d'accord, c'était ça. Mais pourquoi personne ne m'a dit ça, en fait, que je ne vais pas dormir pendant X temps et que c'est ça Ouais. qui, c'est pas un problème d'hormones, c'est juste un problème de si les gens ne dorment pas. C'est très compliqué d'avoir le cerveau derrière qui Bah, suit. ça a été mon cas parce que ma fille aînée, bah, les 2 d'ailleurs, elles ont mis 1 an et demi à dormir la nuit donc Ouais. genre, j'étais en vrac, hein, j'étais une petite pomme pourrie là, en fait, je servais à rien et du coup, j'étais en mode: «Ouais, non, mais il faut que j'aille, il faut que j'aille travailler». Mais en fait, ça me fait un peu penser, à un dicton sur le café, c'est, «When you drink coffee, you make stupid things faster». Tu fais des choses Ouais. stupides, mais beaucoup plus rapidement et Plus donc vite, là, c'est moi, ça. j'étais comme ça ouais. Donc c'est vrai que, en tant que maman le manque de sommeil m'a beaucoup impactée parce que, Mm. bah, je fais partie de ces parents chanceux qui ont eu des enfants qui n'ont pas dormi pendant très longtemps
Et en termes d'énergie, en termes même de morale, en termes de créativité, moi j'ai un métier qui est hyper créatif parce que je Mm. produis beaucoup de contenu, on l'a pas dit, mais j'ai une newsletter, j'ai un podcast, je produis des réseaux sociaux, j'ai un programme sur lequel j'enregistre des vidéos, je Mais c'est produis quand même, ouais, de la création. énormément. Mm. Et avec cette haute exigence vis-à-vis de moi-même, ce qui fait que parfois, franchement, j'étais dans un triangle irréconciliable et ça a eu beaucoup d'impact. Et voilà, c'est tout, je pense. Parfois, en fait, on hésite à parler de tout ça parce qu'on se sent un peu débile de dire ouais, j'ai pas dormi depuis 3 mois. Ouais, Les gars, je suis au bout du rouleau. Donc, si j'ai mis des fautes d'orthographe dans ma newsletter, franchement, m'en voulez pas, mais c'est le cadet de mes soucis. Je suis en ouais, c'est train ça. d'essayer de survivre. Déjà, Donc, je l'ai pondu, donc vous vous rendez pas compte, mais c'était un effort, ouais. exactement. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, parce Mmh. que il y a en effet, et tu parlais tout à l'heure de Startup Nation, il y a un peu cette logique de course à la performance, à l'efficacité, au sprint aussi parfois, de se dire il faut que ce soit sorti en tel temps, etc. Et il se trouve que quand on est parent, on est confronté notamment là en l'occurrence, le manque de sommeil. On en parlait, mais ça me fait beaucoup rire quand on dit non, mais les femmes, c'est vrai que c'est les hormones, etc. Non, en fait, si t'as des prisons dans le monde qui utilisent le manque de sommeil pour torturer les gens, c'est pas une question d'hormones. En fait, c'est juste que quand Non. tu ne dors pas, tu n'as pas tes pleins pouvoirs pour pouvoir décider, etc. derrière. Et donc, en effet, à un moment, ça se confronte ces deux visions ou ces deux envies, parce que parfois, on a juste envie de développer son business, mais quand on dort pas assez, c'est juste pas possible. C'est très flagrant quand on est nouvellement parent parce que un nouveau-né, ça dort pas forcément tout de suite très bien, voilà. Mais ça peut être vrai aussi pour des gens qui ne sont pas parents et qui parfois vont vouloir prendre des décisions ou forcer ou vouloir avancer absolument, alors que il n'y a pas forcément les critères de base de est-ce que je dors bien, est-ce que je mange à peu près bien aussi, et sans vouloir rentrer dans des trucs de morning routine de l'espace non plus, mais juste des choses de est-ce que j'ai les critères de base pour fonctionner normalement et pour aider mon corps et mon cerveau à faire avancer cette boîte aussi normalement. Mmh. Je suis d'accord avec toi, il y a des fondamentaux à respecter et c'est vrai que le discours de «Moi, je suis chanceux, je ne dors que 4 heures par Ouais. nuit» et en fait, ça peut, vachement culpabiliser et moi, quand je les écoute, je suis en mode: «Mais lol mec, genre tu penses vraiment que Mm. tu es en train de tu vois, d'être, le roi du monde ou la reine», c'est souvent des mecs qui disent ça, mais Ouais. le roi du monde, en dormant 4 heures par nuit, bah, super pour toi, mais en fait, c'est de l'hyper-optimisation de genre, moins tu dors, plus tu fort, tu Ouais. vois? Plus C'est t'as un peu d'heures de ça. travail, quoi. Waouh, mais Ouais, j'ai peut-être pas envie de ça non plus, tu vois. exactement, j'ai peut-être pas envie de ça et peut-être que moi j'ai besoin de, 6 heures par jour, 8 heures par jour, mais où, je suis pas en train d'aligner des cases, tu vois? Je suis pas en train d'ouvrir et fermer des onglets, c'est on n'est pas là pour remplir. Mm. Et il y a des fonctionnements différents où le sommeil va être, clé et moi, c'est devenu vraiment une de mes priorités, comme tu dis, de faire attention à moi, à mon niveau de fatigue, à marcher beaucoup. Par exemple, je travaillais de chez moi, Mm. et là, depuis, 1 an, j'ai pris une place dans un coworking. Ça demande un investissement, ça demande une organisation un petit peu différente, mais au niveau de ma productivité, de ma santé mentale ça n'a rien à voir. Mais Mm. je travaille moins par jour puisque j'ai un peu de trajet, mais la qualité de mon travail et surtout le plaisir que j'ai à travailler, il a été décuplé et donc du coup, voilà, d'être très attentive à comment je me sens et les décisions que je prends pour mettre en priorité numéro un ma santé physique et ma santé mentale, Mm. et si je dois travailler un peu moins pas grave. Si je dois décaler des deadlines, pas grave. Moi, j'ai Mm. pris en plus de surcroît, en étant, solopreneuse, mes ressources, elles sont limitées puisque c'est les miennes Mm. et donc si je ne me ménage pas, si je ne me protège pas c'est tout qui va s'écrouler. Donc ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose que je me répète et que j'ai mis en priorité numéro un dans ma vie de femme, quoi. Et tu viens de le dire, tu te le répètes, et je pense que parfois c'est aussi un héritage. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, en étant salarié avant, dans un grand groupe de surcroît. Un héritage de il faut faire des heures parce que c'est ce qui définit quelque part aussi ta performance, ta productivité, etc. Et c'est pas le simple fait de se mettre à son compte qui fait que ça y est, on a rebooté et qu'on arrive à le faire autrement. Parfois, moi, j'ai l'impression d'avoir des moments de recul, de ouh là là, ça y est, je suis redevenue à faire des horaires de bureau entre guillemets parce Mmh. que juste j'étais programmée comme ça, j'ai appris comme ça.
mais aujourd'hui, c'est plus ma réalité et je peux m'autoriser à faire différemment. Et Ouais. je trouve que dans ce que tu as expliqué aussi, c'est aussi la maternité qui, à un moment, a appuyé là-dessus en disant, mais en fait, je suis en train de peut-être garder des héritages ou des choses que j'ai fait et que je continue de faire comme ça parce que je l'ai toujours fait comme ça et que c'était pas des sujets que je questionnais. Et ça peut être les horaires, le mode de fonctionnement, ne pas forcément se poser la question de comment est-ce que je suis aujourd'hui, est-ce que je suis en capacité de faire telle ou telle tâche. Mais je trouve que les enfants, souvent, on dit, ouais, c'est hyper dur d'entreprendre avec des enfants et on voit plutôt le côté un peu négatif, contrainte. Et à la fois, c'est aussi pour beaucoup, dont je fais partie et j'ai l'impression toi aussi, une très bonne excuse ou motivation pour réfléchir les choses autrement et pour se dire, bah finalement, il y a peut-être d'autres axes en fait à creuser que j'avais juste pas creusé jusque-là, mais qui me permettraient d'accéder à ce que je veux de manière un peu différente en fait. Oui, c'est vrai parce que c'est un momentum en fait et du coup ça te remet tout en perspective, Mm. tes choix de vie, là où tu habites, ce que voilà, comment tu Moi ça a eu beaucoup d'impact sur moi, à titre, personnel. J'ai tout remis, en perspective, mon éducation, et cetera. Parce que en fait, tu deviens responsable de quelqu'un d'autre Mm. et à ce titre-là, comme tu es responsable de quelqu'un d'autre, bah, tu es responsable de toi-même. Tu peux pas trop tirer sur la corde parce que, bah, moi, je l'ai vu, il y a des moments où j'étais, super fatiguée. C'était un peu de leur faute, hein, parce qu'elles elles dormaient pas, mais aussi parce que Faites un je effort aussi. choisissais de Ouais. travailler au lieu de faire une sieste, par Mm. exemple. Et ben, je voyais les impacts sur, bah, ma patience, mon irritabilité et en fait, de se dire: «Bah, est-ce que c'est la mère que j'ai envie d'être? Est-ce que c'est, la pote ou la conjointe que j'ai envie d'être?» Bah, non et ça permet aussi à cause de l'autre, de prendre plus soin de soi. Tu vois ce que je Mm. veux dire ou pas? Ouais, Ouais. Ouais, à cause ou grâce du coup, mais grâce. enfin, c'est ouais. Mmh, Mais je suis d'accord, ça re-questionne en fait des choses qui semblaient être établies. Et j'ai l'impression que ça permet de se dire, mais finalement, c'était établi parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Mais en fait, il y a peut-être d'autres modèles, d'autres manières de faire. mmh. Et en effet, ça marche aussi très bien sur l'éducation, mais je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles typiquement entre l'éducation et l'entrepreneuriat, où tu peux avoir beaucoup d'injonctions de on t'explique qu'il faudrait faire ci ou ça, etc. Et beaucoup de gens qui donnent leur avis, bien sûr non sollicités aussi. Et il y a quand on souhaite aussi une recherche de se dire, mais peut-être que moi j'ai envie de trouver un chemin là-dedans qui me conviendra mieux et qui marche très bien à la fois pour l'entrepreneuriat et pour l'éducation. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On le disait tout à l'heure, dans le cheminement et dans ton parcours, il y a un changement de pays, de ville, le fait de devenir maman, etc. Au-delà des challenges que tu as déjà évoqués, est-ce que tu as eu d'autres challenges en fait en devenant parent avec ton business qui ont popé au fil de l'eau ou qui popent encore d'ailleurs aujourd'hui? Bah, il y a eu le sujet du congé mat quand même. Ouais. Parce que pour l'arrivée de ma deuxième fille, j'ai décidé de m'arrêter 6 mois parce que j'avais envie d'en profiter, de récupérer et voilà, de revenir, disponible à mon travail après avoir bien profité de ma fille et donc moi, dans mon cas, comme je ne me salariais pas, parce que Mm, c'était, rémunéré autrement avec des dividendes, eh bien, j'ai pas eu de congé maternité. J'ai eu aucun, compensation financière sur mon congé maternité. Mon business, il s'est arrêté pendant 6 mois puisque mm, je n'avais pas les fonds pour et puis pas l'envie aussi d'engager quelqu'un qui s'occupe de mes clients, pendant ce temps-là. Je sais que j'ai des amies qui sont avocates et il y a ce sujet de je redonne une partie de ma clientèle à une, mm. consoeur avocate et cetera, mais il y a toujours la peur de se dire: «Ouais, s'ils vont pas revenir ou ils vont Si je pas lui faire donne, bien est-ce comme que je vais le moi et tout». récupérer? Ouais, c'est ça. Voilà et donc du coup, bah, j'ai arrêté de prendre des clients. Mon entreprise, elle a été, eh bien, à l'arrêt et donc après, bah, il a fallu revenir, aller rechercher des clients et tout donc Mm, moi, mon année 2022, elle est au niveau financier, on a vu, le trou, en fait, de ouais, trésorerie. Donc il y a quand même un enjeu quand tu es entrepreneur et maman, quand tu es au début de ton activité ou même que ton activité, elle marche, mais pas au point de pouvoir tout déléguer et automatiser, oui. quand tu es pas là et ben, ça a vraiment, je trouve, un impact et voilà, ça a été un challenge, pour moi et je n'aurai pas de troisième enfant.
C'était la question. Je ne repasserai pas au travers de ce challenge. Non, bah, pas pour des raisons financières, hein, c'est Ouais. pour des questions de ressources, en fait, de se dire, est-ce que c'est un risque que j'ai envie de prendre de tout bouleverser mon équilibre Ouais. actuel, mon organisation, le fait que là, je dois toucher du bois, c'est bon derrière moi. Les nuits ont l'air d'être un peu meilleures et donc ma fatigue a diminué. Mm. Et non, il y a trop de risques pour moi de tout remettre, de remettre du déséquilibre là-dedans. Et aussi, bah, je trouve que pour ma carrière, pour mon épanouissement professionnel, etc., je le vois en fait. Je Mm. vois des personnes qui ont commencé en même temps que moi et qui n'ont pas eu d'enfants ou moins d'enfants, bah, je l'ai vu en fait, Ouais. l'impact sur ma trajectoire. Après, c'est pas quelque chose qui me réveille la nuit, c'est juste factuellement, je le vois, Ouais. je le fais avec, mes filles sont là, la vie que j'ai aujourd'hui, elle me rend épanouie et heureuse, c'est ce que je voulais. Mm. Mais la réalité des choses est que, heureusement que mon mec à côté, il gagnait sa vie pendant ce temps-là, Ouais. parce que sinon ça aurait été, vraiment un peu compliqué, financièrement pour toute la famille. Ouais, clairement. Enfin, ce qui est logique aussi, mais c'est vrai que cette question de congé parental, quand on est indépendant, c'est encore très complexe à gérer. Ouais. Est-ce qu'on peut l'anticiper ou pas avant de partir? Est-ce qu'on s'autorise à partir quand même et donc à lâcher une partie du business, mais ça veut dire dans quelles conditions je reviens, et c'est ce que tu disais. Ça veut dire derrière ramer quand même pour revenir à un niveau qu'on avait potentiellement avant, parce que les clients sont pas arrêtés pendant 6 mois en disant non, non, mais moi Mmh. j'attends, hein. Mmh. Ou pas tous, ou peut-être qu'il peut y en avoir, mais voilà, ça représente sans doute pas 100% du business avant, voire versus après enfant. Donc je pense que c'est un vrai sujet, et c'est surtout pour des gens qui sont entrepreneurs et qui se poseraient la question de avoir des enfants ou pas. Je sais pas si on est toujours 100% sûr d'avoir des enfants et d'y aller où on décide d'en avoir, mais je pense que ça fait aussi partie de la décision et de l'anticipation potentielle de est-ce que financièrement, et tu l'as dit, je suis entourée ou quelqu'un d'autre peut prendre le relais le temps d'eux. Est-ce que j'ai des fonds d'avance, de la trésor d'avance qui va me Mmh. permettre d'absorber? Et donc en fait, c'est faire un peu quelque part l'état des lieux des ressources possibles, et c'est pas que des ressources financières, il y a aussi des ressources au sens support émotionnel, support juste de parler des choses, de pouvoir échanger. Ce qui m'amène vers la question d'après, est-ce que toi, tu as eu des ressources qui t'ont aidé? Et ça peut être des podcasts, des livres, voilà, des échanges, des choses qui t'ont aidé au travers notamment de ces challenges-là. Quand tu as dit ressources, j'ai pensé à mon mec. Ouais, il y a mon mec, c'était Ouais, la ressource numéro un c'est ça. C'est pour ça avec que souvent je dis pas que financière, Non, non, mais mon mec, mais on aussi est vraiment écoute à et ouais. 50-50. C'était Mm. un contrat, très clair. Si on a des enfants, c'est toi et moi, c'est 50-50. Donc, c'est un jour lui, un jour moi, et cetera. Et aujourd'hui, on s'arrête tous les 2 à 18h30. On s'occupe des enfants, et cetera. Donc, Mm. ouais, j'ai vraiment senti qu'on était 2. Donc ça, c'était vraiment mon partenaire numéro un et ça a été génial. Après, des ressources qui m'ont aidée dans la parentalité, j'ai beaucoup écouté le podcast La Matrescence Mm. parce que j'aime bien, les interviews d'experts et d'expertes qu'elle fait. Oui. Je me retrouve dans ses questionnements, ses valeurs et nos filles, ont les 2 premières ont à peu près les mêmes âges, donc je sens qu'on était un petit peu dans, voilà, dans la même évolution. Avec tous les aspects aussi, psychologie, donc toutes les questions qu'on se pose sur nous au moment où l'enfant arrive, et cetera. Moi, ça a été, ouais, une ressource, ça a été de faire une thérapie, hein, tout Mm. simplement parce que, l'envie de pas forcément reproduire des choses que j'avais pu vivre et voilà, donc les ressources des podcasts de la matrescence sur ces aspects-là, suivre une thérapie. Un livre aussi qui, m'a beaucoup aidée, c'est, de René Grezard qui est-ce que ça s'appelle «La grossesse n'est pas une maladie» ou «Enceinte, je peux tout», quelque chose comme ça sur ce Oui. message-là, qui du coup, expliquait que ça nous définit pas d'être enceinte et que parfois c'est mentalement ou les gens qui vont dire: «Ah non, fais pas de moto, ah non, tu continues de travailler» et cetera, et ben, de se rendre compte de le système dans lequel on évolue et de se dire: «Bah, quel choix j'ai envie de faire?» et de me rendre compte de ça, Mm. je dirais. Voilà. Top, merci beaucoup. Ça revient très souvent la matrescence, en effet.
Et dans ce que tu as dit, tu as parlé de thérapie aussi. Je pense que Mm. c'est aussi un levier extrêmement important. Et c'est pour ça que je pose toujours la question des ressources, parce que je pense qu'elles sont nombreuses et que chacun peut aller chercher ce qui l'intéresse au milieu de tout le panel possible. Mais que c'est surtout un questionnement de où est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux creuser ou pas, etc. Que quand on est entrepreneur, il y a quand même beaucoup de questions d'introspection aussi. Ouais, de fou. Euh, Et que la parentalité peut mettre ça en exergue, évidemment. Mais le simple fait d'entreprendre, déjà, va poser ou frotter autour des croyances, des peurs, etc. Et en ça, la thérapie est aussi une réponse ou un cheminement, en tout cas, intéressant, je trouve. Mm. Donc, je trouve ça toujours rigolo de poser la question des ressources parce que, voilà, selon les personnes, il y a des choses qui convergent, d'autres moins. Mais en tout cas, ça permet à chacun d'aller chercher ce qui l'intéresse. Ouais. T'en as reparlé à l'instant de l'idée quelque part de ce que certains évoquent autour de la grossesse, de la fragilité, de être enceinte, c'est pas forcément non plus être malade, c'est aussi temporaire. Voilà, c'est Mm. un état qui est temporaire de fait. Et tu parlais de force tout à l'heure. Dans certaines interviews de Tuba, notamment avec des mamans, il y avait un peu cette notion de j'avais mon business avant, j'ai eu un enfant et j'ai l'impression que ma puissance s'est décuplée. Et comme tu parlais de force tout à l'heure et de d'appréhender ta propre force, je me demandais si c'est quelque chose que toi aussi tu avais ressenti ou perçu. Je dirais que j'ai pris conscience que je pouvais faire les choses. Donc à ce titre-là, voilà, j'ai construit une application de A à Z, j'ai construit une communauté de podcasteurs de A à Z et voilà de faire les choses et de par l'entrepreneuriat, ça m'a beaucoup aidée. Après la force, je l'ai plus expérimenté physiquement par, je te disais les arts martiaux, Mm. par, mes accouchements, tu vois? Des choses comme ça. Le fait aussi de me reconnecter à mon corps, de refaire plus de sport, ce genre de choses. Après, j'ai pas tout à fait toujours conscience de ma force en tant qu'entrepreneur. Je sais que c'est un retour qu'on me fait souvent: «Meuf, c'est incroyable, comment tu fais tout ça? Je te vois partout en ce moment, mais voilà, nin nin» et moi, j'ai, pour être honnête, toujours l'impression de pas faire assez, en fait et donc j'ai pas encore un regard assez objectif, je pense et bienveillant sur ce que je fais. Mais effectivement, quand je liste objectivement ce que je fais avec mon boulot et à côté de mon boulot, parce que j'ai beaucoup d'autres projets à côté, c'est vrai que, je suis un peu badass, quoi. Mais ça a pas été non, ça a pas été lié pour moi. La maternité, prendre conscience de ma force. Je dirais que c'est plus un cheminement d'adulte de ces dernières années. Ok, peut-être que c'est aussi une piste de ce que tu as dit, de lister en fait parfois ce qu'on fait quand on n'y croit Mmh, pas trop soi-même et qu'on a les retours des autres, mmh, de se dire factuellement je fais ça et puis ça et puis ça. Ah puis c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah il y a ça aussi et de se dire au bout d'un mmh, moment bon, factuellement si quelqu'un m'avait présenté cette liste en me disant je fais tout ça, je lui aurais dit vraiment t'es badass. Donc mmh, est-ce que juste parce que c'est moi, ça enlève ou ça doit annihiler une partie de ce que je fais? Peut-être pas. Et peut-être mmh. que c'est pas ça la seule réponse, mais peut-être que c'est une bonne étape pour aussi se rendre compte en effet, ce qui est fait et de se dire, ouais, ça va, j'assure. Ouais, mais maintenant que tu l'évoques, c'est vrai que ce rituel de lister ce que je fais et cetera, je l'ai intégré dans ma routine d'entrepreneur, Mm, dernièrement, depuis un peu plus d'1 an. J'appelle ça le CEO Day. Je l'ai vu, chez Safia Gourari qui, mm, en a parlé pour la première fois et je l'ai intégré, suite, à son témoignage du fait que ça lui faisait énormément de bien et donc le principe, c'est de prendre, un jour, moi c'est plus une demi-journée, par mois, pour faire le bilan sur, son entreprise. Où est-ce qu'on en est en termes de performance, qualitative, comment je me sens et cetera, mais aussi, quantitative, au niveau du pilotage financier, au niveau des performances de tous l mes canaux de communication que j'ai cités, juste avant mhm. et de prendre des actions en disant: «Bon, bah, j'ai fait ça, ça a marché. Oui, non, ça je pourrais mieux faire» et cetera et ce rendez-vous régulier, ça m'a apporté davantage de confiance en moi parce qu'effectivement de lister ce qu'on a bien fait, ça fait du bien Mm. et de regarder en face ce qui pourrait être amélioré, ça fait du bien aussi parce que c'est Aussi, ouais. pas en arrière-fond dans la charge mentale Mm. et ce sentiment de s'améliorer, d'avoir une méthode et d'avoir une ligne, de conduite claire,
c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et je pense que ça m'a donné de la force. Trop bien. Merci beaucoup pour ce tips. J'adore, moi, cette partie CEO time, day, peu importe, qui permet aussi de prendre cette casquette, en fait, de CEO. Alors, souvent, on dit oui, mais je suis CEO de moi-même, etc. Ouais, mais en fait, quand tu es dans cette logique de développement d'une entreprise, et donc, il y a quand même cette partie stratégie, parfois, on a tendance à se dire non, mais j'ai absolument besoin d'être que dans les opérations, dans la prise de décision, etc. Et je trouve que ce temps-là aide à la prise de décision, justement parce que c'est un temps de recul et que ça permet de pas foncer tête baissée en mode non, ben, c'est forcément ça, donc c'est forcément, je dois forcément faire A, B ou C. Mais parfois aussi de se lâcher la grappe et de prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait et de pas être dans l'immédiateté de la réponse ou de la prise de décision, mais de se dire je me laisse aussi le choix et le temps de prendre un tout petit peu de recul pour pouvoir donner aussi un peu d'espace, un peu de respiration et bien sûr enchaîner sur les autres actions et ce qu'il y a à faire, mais avec un œil nouveau alors qu'on est la même personne. Exactement. Trop bien. On va rester là-dessus. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Anne-Claire sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, tu peux partager ça autour de toi, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins ou en visite en Barcelone, ça marche aussi d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Claire d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte du coup de suivre tes prochains tests et tes prochains produits peut-être, qu'il y en a en cours de réflexion même. Merci à toi. Merci Géraldine. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.